Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux Chrétiens. Avec la Croix, Radio Notre-Dame et RCF, aujourd'hui notre invité est Louis Gallois, président de la Fédération des acteurs de la solidarité. Bonjour Louis Gallois. Bonjour. Vous venez d'être élu à l'unanimité pour un deuxième mandat à la tête de la Fédération des acteurs de la solidarité, c'est-à-dire un organisme qui regroupe près de 900 associations dans les domaines de l'hébergement d'urgence, de l'insertion sociale ou encore de l'accueil des réfugiés. Mais avant cela... Et de l'insertion par l'activité économique, c'est très important. C'est très important. Et en plus, nous avons des activités dans le domaine des femmes battues, de la sortie de prostitution, sortie des prisons, etc. Donc l'éventail est très large. C'est tout ce qui concerne l'exclusion et tout ce qui permet aux personnes de s'inscrire dans des parcours qui les ramènent vers la pleine citoyenneté et le droit commun. Eh bien, on va en reparler. Mais avant d'occuper cette fonction, vous avez été, Louis Gallois, un grand commis de l'État, un grand patron, énarque de formation. Vous avez notamment dirigé Airbus EADS et vous présidez toujours le conseil de surveillance du groupe PSA Peugeot Citroën. Proche du Parti socialiste, vous aviez été directeur de cabinet de Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de la Recherche, puis de la Défense sous François Mitterrand. Mais c'est Alain Juppé qui vous nomme en 1996 à la tête de la SNCF, où vous resterez 10 ans. Vous êtes l'auteur aussi d'un rapport sur la compétitivité de l'industrie française en 2012 qui incitera François Hollande à décider 30 milliards d'allègements de charges pour les entreprises afin de relancer la croissance. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux Chrétiens par Nathalie Birchem pour la Croix. Bonjour. Par Alain Baron de Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Romain Masneau de RCF. Bonjour. Avant de passer en revue l'actualité dense de cette semaine, une première question plus personnelle. Pourquoi un grand capitaine d'industrie comme vous s'est-il embarqué dans cette aventure de la lutte contre l'exclusion ? Lorsque j'ai pris ma retraite de EADS Airbus en 2012, je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire qui soit utile. Et le hasard fait que on m'a proposé la succession de Nicole Maestrachy qui quittait justement la présidence de ce qu'on appelait à l'époque la FNARS. J'ai accepté de prendre cette présidence et j'y suis maintenant depuis 4 ans. Et je trouve cela... Non, pas 4 ans, 6 ans. 6 ans. Et je trouve ça tout à fait passionnant. Ça me permet de voir la France sous un autre angle. Je l'ai vu sous l'angle de la compétitivité, je l'ai vu sous l'angle de l'industrie, de l'économie, un peu de la politique. Puisque, comme vous le rappelez, j'ai été directeur de cabinet de Jean-Pierre Chevènement à 2 reprises. Et bien maintenant, je le vois sous un autre angle. Je vois une autre France, et une France qui souffre. Eh bien, cette France, on va en parler. Une première question tout d'abord de Nathalie Birchem, Journal La Croix. Oui, on parle beaucoup de pauvreté parce qu'on sait que le gouvernement prépare un plan pour lutter contre la pauvreté. On dit que la pauvreté s'aggrave. Quelle forme elle prend exactement, la pauvreté ? Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens pauvres ? Est-ce qu'ils sont différents ? Est-ce qu'ils sont plus pauvres qu'avant ? Quelle forme, quel visage pensez ? Le taux de pauvreté en France ne s'accroît pas, il a même diminué en 2016. Nous étions à 14,3% de personnes ayant moins de 60% du revenu médian, excusez-moi de la technicité, c'est-à-dire des gens qui gagnent très très mal leur vie et qui sont dans une situation très difficile. Ce taux est descendu à 13,9% en 2016, notamment à cause de la prime d'activité et de sa généralisation. Donc ce taux a cru après 2008, après la crise 2008, de 1 point à peu près, mais il ne croît plus depuis. Mais ceci ne veut pas dire que la pauvreté ne s'est pas intensifiée. Les pauvres sont de plus en plus pauvres. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces 13,9-14%, qui représentent 9 millions de personnes, c'est énorme, à travers ces 9 millions de personnes, on constate que les personnes sont de plus en plus éloignées du passage au-dessus du seuil de pauvreté. C'est-à-dire qu'ils ont une situation de plus en plus difficile. Le Secours catholique, je le cite ici, avait fait une étude dans ce domaine montrant que les personnes qui étaient en dessous de 40% du revenu médian, c'est-à-dire les plus pauvres, voyaient leur nombre s'accroître. Et je pense que cette évolution, elle est caractéristique. On voit d'autre part des pauvretés que nous voyons, qu'on ne voyait pas avant. Des familles monoparentales, beaucoup de familles monoparentales dans une situation de pauvreté, les travailleurs pauvres, des personnes dans les zones rurales, une pauvreté rurale qui est cachée, qu'on ne voit pas, mais qui est réelle et qui est peut-être encore plus dure que la pauvreté urbaine. Et puis, bien sûr, les phénomènes migratoires qui ont ajouté
une dimension à la pauvreté lorsqu'on voit les campements dans Paris et une certaine embolisation des centres d'hébergement. Une question de Romain Mazneau, RCF. Donc ça, c'était le constat. Et ce plan pauvreté, qu'est-ce que vous en attendez concrètement ? D'abord, nous l'attendons avec une certaine impatience, parce qu'on ne peut pas dire qu'on ait eu que des bonnes nouvelles dans l'année qui vient de s'écouler. On a eu la baisse des APL, on a eu la réduction assez drastique du nombre de contrats aidés, on a eu le plafonnement du prix de journée des CHRS à un niveau qui rend très difficile les CHRS, c'est les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, c'est-à-dire les centres d'hébergement. Et il y a un prix de journée, et ce prix de journée a été plafonné dans des conditions qui rendent très difficile l'accompagnement des personnes qui sont dans ces centres d'hébergement, parce que à mesure qu'on baisse le prix de journée, on finance bien sûr le coucher et les repas, mais on ne peut plus financer l'accompagnement, ou tout au moins on ne peut pas bien le financer alors qu'il est absolument indispensable. Donc on n'a pas eu que des bonnes nouvelles. On a eu en plus sur les migrants un débat assez vif sur une circulaire et ensuite sur la loi asile-immigration. Donc ceci fait monter une certaine impatience vis-à-vis de la stratégie pauvreté. Il y a eu une concertation qui a été menée, qui s'est achevée à la mi-mars, avec des groupes de travail qui ont pondu des rapports. Et maintenant, le gouvernement doit donner le là, doit dire ce qu'il veut faire. Le président de la République doit s'exprimer sur ce point dans la première quinzaine de juillet. Je ne sais pas exactement à quelle date, mais dans la première quinzaine de juillet. Et nous serons évidemment très attentifs à ses propos. Ce plan pauvreté, cette stratégie pauvreté, il ne faut pas que je dise plan, cette stratégie pauvreté est centrée sur les enfants et les familles, pourquoi pas, mais nous savons que quand les familles sont pauvres, c'est qu'il n'y a pas d'emploi, ou que si les enfants sont dans une situation difficile, c'est que les parents sont très mal logés, donc tous les problèmes de la pauvreté sont liés ensemble. Une question d'Alain Baron. Alors précisément, vous avez cité un certain nombre de situations de pauvreté. Quelle serait selon vous la priorité numéro 1, si c'était vous qui étiez décideur dans cette stratégie de pauvreté ? Écoutez, moi je n'ai pas à définir cette stratégie. Nous avons présenté nous-mêmes un ensemble de propositions qui touchent notamment tous les problèmes de l'enfance et de la jeunesse, des familles. Je pense qu'il y a trois sujets essentiels. Le premier, c'est le logement. On ne peut pas se construire si on n'est pas logé. Or, nous sommes inquiets de l'évolution du logement social en France, surtout du logement très social. On nous avait annoncé 40 000 PLAI, c'est-à-dire les HLM les moins coûteux. Je ne sais pas si cet objectif sera atteint en 2018. Il y a eu des annonces faites sur des pensions de famille, dont nous attendons qu'elles se réalisent, bien sûr, et j'espère qu'elles se réaliseront. Mais le logement, c'est un problème d'une très grande ampleur. La Fondation Abbé Pierre dit qu'il y a plus de 3 millions de personnes mal logées en France. Ça, c'est un problème massif. Le second problème, je pense qu'on y reviendra, c'est l'emploi. Je crois que le chômage de longue durée dans notre pays est la matrice de l'exclusion, ou tout au moins une des matrices principales de l'exclusion. Parce que quand vous êtes en chômage de longue durée, vous vous isolez progressivement de la société, vous n'arrivez plus à payer votre loyer, vous n'arrivez pas à éduquer correctement vos enfants, et vous perdez en plus le dynamisme qui fait de vous un acteur de la société. Donc je pense que le chômage de longue durée est un enjeu massif. Voilà, nous, on en reparlera, l'économie, le chômage, dans la dernière partie de cette émission. Et le troisième sujet, c'est la santé. Il est lié aux deux premiers, d'ailleurs. Quand les gens sont mal logés, quand ils sont au chômage de longue durée, leur santé se dégrade. Et nous disons que les problèmes de santé sont décisifs, depuis la PMI jusqu'à l'accès aux soins. Il faut savoir que le refus de soins en France n'est pas marginal. Il est important, soit de la part des personnes pauvres qui hésitent à engager des dépenses de santé, soit de la part d'un certain nombre de médecins qui refusent d'avoir des gens qui sont à la CMU. Il y a eu des annonces là-dessus, le reste à charge, les prothèses, les lunettes. Oui, mais ça c'est bien, c'est très bien. Mais il faut en plus, nous avons un débat avec le Conseil de l'Ordre et l'appui d'ailleurs du Défenseur des droits pour que les médecins acceptent dans leur salle d'attente les personnes qui sont à la CMU.
ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire les personnes qui sont au régime de solidarité le plus bas. Et ces personnes n'ont plus qu'un seul recours, c'est aux urgences hospitalières, d'ailleurs qu'elles embolisent, qu'elles encombrent, mais en même temps, elles renoncent très souvent aux soins. Et je pense que la santé... faut imposer aux médecins. Quelle est la solution alors? Quelle est la solution? La solution, d'abord, c'est que les médecins respectent la règle qui est que toute personne doit être soignée. Ça me paraît être évident, ça, sur ce point. Et la seconde, c'est qu'on remette en place, je pense qu'il faut réfléchir à la PMI et à la santé scolaire. Ce sont deux éléments absolument essentiels. On parle de l'enfance, on parle de la jeunesse, c'est essentiel. C'est là où se construit la santé des personnes. Et je pense qu'il faut insister là-dessus. Alors, là, Une question de Nathalie Birchem. Vous nous avez donné vos 3 priorités, l'emploi, la santé, le logement. Néanmoins, si vous deviez retenir une seule mesure, une mesure concrète, quelle serait-elle? Nous avons une mesure phare, mais qui ne va pas tout à fait dans le sens des déclarations du président de la République. Nous pensons que la France peut offrir à tout le monde un revenu de base. Revenu de base dont le montant peut être fixé et qu'on n'atteindra que progressivement. Mais le RSA à 494 € ne permet pas aux gens de vivre. Nous disons qu'il faut un revenu de base qui soit entre 750 et 850 €. Différentiel, c'est-à-dire si vous avez des ressources à hauteur de 500 €, on vous apporte seulement le solde. Le solde, ça coûte beaucoup d'argent. Je n'hésite pas à dire, ça coûte de l'argent. Mais est-ce qu'un pays comme la France ne peut pas faire cet effort? On voit bien qu'il y a des domaines où on les fait, et d'ailleurs je ne le récuse pas. J'ai fait un rapport sur la compétitivité qui s'est traduit par des aides aux entreprises. Vous avez cité d'ailleurs le chiffre de 30, c'est plutôt 40 milliards d'ailleurs, si vous ajoutez le pacte de responsabilité. On vient d'avoir la baisse de l'impôt sur les sociétés, des mesures que je ne conteste pas personnellement. Hein. Je ne suis pas sûr que dans ma fédération il n'y ait pas un débat, mais moi je ne les conteste pas. Et j'ai même été à l'initiative de certaines. Mais ça prouve qu'on est capable de dégager des sommes considérables. Et ce n'est pas de l'argent perdu, parce que ça fait du pouvoir d'achat qu'on distribue aussi. Il ne faut pas l'oublier. On reviendra certainement sur les aides sociales. Une dernière question, Romain Mazneau, RCF. Dans une tribune que vous avez signée récemment avec d'autres responsables associatifs, vous rappelez que l'exclusion, la pauvreté, c'est aussi celle des personnes handicapées. Oui. Les personnes handicapées qui sont souvent éloignées du marché du travail, qui ont du mal à avoir accès au logement. Quelle devrait être une politique digne de ce nom pour les personnes handicapées? Écoutez, d'abord, nous avons tous vocation à être handicapés un jour. C'est ce dont j'ai été aperçu quand j'étais à la SNCF. Une femme enceinte, pour monter dans le train, elle a des difficultés. Si elle a une poussette, elle n'y arrive pas. Donc elle a sa part de handicap. Tout le monde a sa part de handicap. Donc je crois qu'il ne faut pas isoler les handicapés du reste de la société. Et moi, qui avance en âge, je sais que je vais vers des handicaps qui seront dus à mon âge. Donc je crois que c'est très important de ne pas les cantonner dans une sorte d'enclave où un traitement leur serait réservé. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre des mesures qui leur soient propres. Il y a des mesures qui doivent leur permettre de se loger, qui doivent se permettre de se déplacer et qui doivent leur permettre de travailler. Parce que les handicapés ont une capacité de travail très sous-estimée. Et ils ont un engagement dans le travail parfois supérieur à des gens qui n'ont pas de handicap. Et je pense que c'est tout à fait essentiel. Je m'occupe de l'opération Zéro chômeur. Cette opération fait que toute personne qui est au chômage de longue durée peut postuler à un poste dans ce qu'on appelle une entreprise à but d'emploi. Nous avons un peu plus de 500 salariés maintenant de ces entreprises. 30% sont handicapés. Eh bien, ça veut dire, un, que parce qu'ils étaient handicapés, ils ne trouvaient pas de travail, et deux, ils sont dans ces entreprises et ils travaillent. Ça veut dire qu'ils peuvent travailler. Donc je pense qu'il faut permettre aux handicapés d'être véritablement des acteurs dans la société, des citoyens à part entière, sur le logement, sur le travail et sur la mobilité. Pas d'assistance, mais de l'inclusion. Voilà. Très bien, nous marquons une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Restez avec nous, nous nous retrouvons dans un court instant. Merci.
Retour sur le plateau de KTO pour notre émission Face aux chrétiens avec notre invité Louis Gallois, qui est président donc de la Fédération des acteurs de la solidarité. Il est interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Nathalie Birchem de la Croix, par Alain Baron de Radio Notre-Dame et par Romain Masneau de RCF. Tout de suite, une première question d'Alain Baron. Oui, vous avez parlé du revenu de base tout à l'heure. Certains soutiennent, et notamment certains libéraux soutiennent un revenu universel à condition, qui serait proposé à condition qu'on supprime toutes les autres aides. Quelle est la différence que vous faites entre revenu de base et revenu universel ? C'est pas du tout la même chose. Le revenu de base, c'est la remontée du RSA à un niveau correct. Je caricature pour me faire comprendre, mais c'est ça. Le revenu universel, c'est tout autre chose. On verse ça à tout le monde. Riches, pauvres, absolument, et sans aucune obligation ni contrepartie. Je pense que c'est une mesure qui est d'abord extraordinairement coûteuse, c'est des centaines de milliards qu'il faut mettre dedans, et deuxièmement, moi je suis toujours, mais je m'exprime à titre personnel parce qu'il y a un débat à l'intérieur de ma fédération sur le sujet. Hein. Je trouve que nier le travail est un véritable danger. Parce que dans le revenu universel, que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas, vous voulez arrêter de travailler, vous continuez à toucher votre revenu universel. Moi, je ne suis pas du tout sur cette ligne-là. Je pense que le travail est une valeur et qu'au contraire, le travail, c'est un élément qui permet de revenir dans la société, de se réintégrer dans la société. C'est essentiel. Et je suis même, d'ailleurs, lorsque j'ai parlé de revenu de base, je pense qu'il faut l'associer à de l'accompagnement vers l'emploi. Ce n'est pas une situation acceptable. Moi, je suis assez d'accord lorsque l'on dit qu'il faut que ce soit plus efficace. Pour que ce soit plus efficace, il faut de l'accompagnement vers l'emploi. Nathalie Birchem, La Croix. Alors, même si ce n'est pas un revenu universel, ce revenu de base, il va quand même coûter de l'argent. Enfin, il coûterait de l'argent si le gouvernement l'acceptait. Il ne l'acceptera pas, on le sait déjà. On a vu l'orientation d'Emmanuel Macron. Quand il a parlé, il a dit que les aides sociales coûtent un pognon de dingue et que ça ne permet pas aux gens de sortir de la pauvreté. Ça vous inspire quoi ? Alors moi, je ne commande pas la forme. Même si je pense qu'une forme comme celle-là peut laisser penser aux gens que, écoutez, on dépense beaucoup trop d'argent et que c'est du gaspillage. Vous savez qu'il a ajouté que ce n'était pas efficace. Moi, je conteste le fait que ça ne soit pas efficace. Ça pourrait être plus efficace, certainement, et il faut y travailler. Mais s'il n'y avait pas ces minima sociaux, le taux de pauvreté en France ne serait pas de 13,9%, mais de 24%. C'est-à-dire qu'un quart de la France serait en situation de pauvreté. Les minima sociaux, c'est une redistribution massive à l'intérieur de la France en faveur des plus pauvres. Et je pense que ceci fait que la France a un taux de pauvreté qui est inférieur à celui de l'Allemagne, 16,5% d'Allemagne, de la Grande-Bretagne, 16,5%, et la moyenne européenne est du même ordre. Nous sommes en dessous. Et ce n'est pas pour rien, c'est à cause de ces minima sociaux. Donc je pense qu'il faut faire très attention. La prime d'activité, en 2016, à elle seule, a baissé de 0,4% le taux de pauvreté. Parce que sa généralisation, après l'échec du RSA activité, et sa généralisation a baissé de 0,4% le taux de pauvreté. Donc je dis, faisons très attention. Si on touche de manière massive aux aides sociales, on risque de voir le taux de pauvreté exploser. Et ça, il faut y être attentif. Romain Masneau, RCF. On va en venir à la question des migrants. Vous vous êtes opposé, avec de nombreuses associations, au contrôle administratif dans les centres d'hébergement pour vérifier le statut juridique des migrants. Vous avez déposé un recours devant le Conseil d'État qui a été rejeté. Quel bilan faites-vous ? Je vous dirai comment il a été rejeté. Voilà, il y a eu un avis. Voilà. Quel bilan faites-vous de cette circulaire qui a été prise il y a 6 mois ? D'abord, je voudrais, en 2 mots, vous dire quelle est la position de la Fédération. Nous ne sommes pas chargés de définir la politique migratoire. C'est l'affaire du gouvernement et du Parlement. Nous, notre champ d'action, c'est de nous assurer que les personnes qui sont sur le territoire national sont traitées avec dignité, avec humanité, et que leurs droits sont respectés. Et parmi leurs droits, il y a l'accueil inconditionnel dans les centres d'hébergement. Il y a 3 lieux où il y a l'accueil inconditionnel en France. L'hôpital, l'école, les centres d'hébergement. C'est l'honneur de la République qu'on ne demande pas sa carte d'identité aux gens quand il s'agit d'éducation, de santé ou d'hébergement. Et la circulaire telle qu'elle était rédigée
remettait en cause, à notre avis, cette inconditionnalité de l'accueil. Et aujourd'hui, où en est-on alors la circulaire, il y a eu un référé, nous avons déposé un référé, ce référé a été rejeté, la circulaire est donc valide, mais le Conseil d'État, dans ses attendus, l'a vidé d'une très large part de sa substance. C'est ce qu'ils appellent faire dégorger les circulaires. C'est-à-dire qu'on dit que cette circulaire n'est pas attentatoire à l'accueil inconditionnel, puisque l'accueil inconditionnel doit être respecté. Donc, clairement, le Conseil d'État a donné une orientation qui a confirmé ce que nous pensions sur ce texte, même si il s'est donné le gant de ne pas la récuser. Alors, mais au-delà de cela, je pense que nous pensons que les personnes, quel que soit leur statut, même les déboutés ont des droits. Et ces droits doivent être respectés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une politique migratoire, que l'on regarde qui rentre, mais éventuellement qu'on fasse sortir des gens qui n'ont pas à être sur le territoire national. Mais ce n'est pas l'affaire des associations. L'affaire des associations, c'est de vérifier la dignité, le respect des droits et l'humanité. Une question d'Alain Marron. Oui, il y a un début de polémique qui s'est fait jour sur le rôle des ONG qui viennent au secours des migrants en Méditerranée. Certains disent qu'ils font le jeu des passeurs. Mais on ne dit pas ça qu'en Méditerranée, on dit ça dans l'école des Alpes. Aussi dans les Alpes. Et on nous a dit ça à Calais. C'est vrai. Hein, donc, c'est pas... Et les ONG, les associations seraient d'une certaine manière faciliteraient par leur action, pas volontairement, on ne nous accuse pas jusque-là quand même d'être... Mais faciliteraient par leur action le travail des passeurs. Mais encore une fois, nous faisons notre métier. À Calais, quand le Secours catholique installe des douches, lorsqu'on distribue des tentes, lorsqu'on distribue des sacs de couchage, les associations font leur travail. Lorsque Médecins du Monde ou Médecins sans frontières font des examens de santé, ils font leur travail. Alors on nous dit, mais c'est trop favorable, il y a le fameux appel d'air. Alors, vous pensez que quelqu'un qui vient du Soudan, qui a traversé la Libye, qui est passé 2 ans en Libye dans des conditions de quasi-esclavage, qui a pris des bateaux dans des conditions que l'on connaît, qui est arrivé chez nous, c'est parce qu'il n'aura pas de tente ou parce qu'on aura mis son duvet à la décharge qu'il va renoncer à venir chez nous? Non, ceci est faux. Et je pense que cette attitude qui consiste à dire qu'il ne faut pas trop bien les traiter, sinon ils vont en rester, est une attitude qui conduit à nier un certain nombre de droits pour ces personnes. C'est une tentation des pouvoirs publics actuellement? Je vous laisse le soin de répondre à la question que vous avez posée. Nathalie Birchem, La Croix. Quand même, sur le rôle des ONG, cette semaine, ce qui s'est dit, c'est que les ONG, les bateaux humanitaires, quand ils vont à la rencontre des embarcations où il y a des gens en détresse, et ils facilitent le travail des passeurs. Et puis, il aurait été reproché de ne pas remettre ces personnes aux gardes-côtes libyens. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je n'ai pas à rentrer dans ce débat, d'abord parce que nous ne sommes pas du tout impliqués. Aucune des associations de ma fédération n'a des bateaux. Remettre les migrants aux gardes-côtes libyens, c'est prendre une certaine responsabilité quand on sait comment sont traités les 10 migrants en Libye. Je pense qu'il faut aussi regarder cela. Nous avons des devoirs humanitaires aussi. Au-delà de la politique migratoire, il y a des devoirs humanitaires. Et puis en plus, il n'y a pas de déferlement de migrants en Europe. Je vous rappelle les chiffres. 1 million en 2015, la crise migratoire, 150 000 en 2016, 40 000 depuis le début de l'année pour l'Europe. On n'est plus sur une période de déferlement. Et ce qu'on entend actuellement dans le débat politique est en fait l'écho de 2015. Et c'est ça qui est resté dans l'opinion publique. Et c'est ça qu'on peut accréditer dans l'opinion publique à force de parler des migrants, de la submersion, de l'envahissement, etc. C'est ça qu'on accrédite. C'est la crise migratoire de 2015 qui a des effets de réplique.
Une question de Romain Mazno, RCF. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de centres fermés pour les demandeurs d'asile sur les côtes européennes? Est-ce que ça respecte les valeurs européennes de dignité de la personne? J'ai compris d'abord que cette formule ne serait pas retenue, puisque les Italiens n'en veulent pas. Je pense que les Grecs feront la même réponse. Moi, j'attends de savoir ce que sont ces centres. S'ils sont des centres d'accueil, pourquoi pas? S'ils sont des centres de rétention avec des barbelés et de la police autour et dont le seul objet est de renvoyer les gens chez eux, là, j'aurais plus de remarques à faire, parce qu'encore une fois, il s'agit de voir comment les gens sont traités. C'est ça qui m'intéresse. Comment les gens sont traités. Comment leurs demandes d'asile sont examinées. Une demande d'asile, ça ne s'examine pas en 3 heures. Il faut qu'il y ait un récit qui se construise. Il faut que la personne dise pourquoi elle demande l'asile, quelles sont les raisons qui la motivent, dans une langue à laquelle elle puisse accéder. Ce n'est pas quelque chose de facile. On a affaire à des gens extrêmement traumatisés. Donc il faut un peu de temps. Et je ne pense pas qu'on puisse rester dans ces centres, je ne sais pas comment les appeler, d'accueil, de rétention, très longtemps. Et donc, il y a une question. La demande d'asile est-elle compatible avec le rythme de ces centres? Ça ne me paraît pas évident. Mais encore une fois, comme ces centres, je parle de choses qui probablement ne se produiront pas, puisque, vous le savez, les pays d'accueil, les pays riverains de la Méditerranée ont refusé l'installation de ces centres. Nathalie Birchem, La Croix. Alors, il y a ces soucis de refus de prendre en charge des naufragés. On voit aux États-Unis ce qui s'est passé avec des enfants qui ont été enfermés. Est-ce qu'on n'est pas dans une période quand même où, au niveau des valeurs, de l'éthique, il se passe quelque chose qui fait que dans 20 ans, on jugera notre époque avec... Je ne pense pas qu'on puisse être très fier de notre époque sur ce sujet. Ça, c'est clair. Moi, je veux dire que le discours ambiant que l'on entend partout, y compris dans les médias quand même, discours qui caricature complètement la situation. Les migrants sont des victimes. Il faut d'abord le voir comme ça. Ce ne sont pas des gens qui viennent par plaisir. Soit ils ont été chassés par la guerre ou la violence, soit par la famine. Hein, et d'ailleurs, la distinction n'est pas facile à faire quand vous avez des Soudanais en face de vous. Hein. Vous ne savez pas très bien quel est le motif. Donc, ce sont des victimes qui ont des droits. Encore une fois, ils ont des droits. Ils ont le droit de déposer une demande d'asile. Ils ont le droit, si cette demande d'asile est refusée, de faire appel. Ils ont le droit à l'accueil inconditionnel dans les centres d'hébergement, je le disais. Ils ont le droit de scolariser leurs enfants. Ils ont le droit d'accès à l'hôpital. Tout ça, ce sont des droits. Il faut qu'ils puissent être exercés. Et il faut le rappeler constamment. Et vous savez, on dit l'opinion publique est contre. Oui, il y a le sondage. 60% des Français trouvent qu'il y a trop de migrants en France. Mais lorsque l'on regarde les situations concrètes partout en France, nous avons soutenu l'opération de démantèlement de la jungle de Calais. Parce que nous pensions que la situation n'était pas acceptable. Donc on a créé des centres d'accueil et d'orientation dans toute la France. Vous avez entendu de véritables des cris. Alors au début, bien sûr, beaucoup de maires ont dit non, pas chez moi, etc. Mais maintenant, il n'y a plus aucun problème. Plus aucun problème. Les Français sont beaucoup plus accueillants qu'on ne le croit, qu'on ne le dit, lorsqu'ils sont confrontés à des situations concrètes. Quand on les interroge in abstracto, j'allais dire, ils disent il y a trop de migrants en France. Bon, surtout ceux qui sont dans les zones de concentration, c'est clair. Mais je pense qu'il faut regarder aussi les solidarités naturelles qui apparaissent. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Est-il possible de favoriser le retour des migrants quand la situation dans leur pays d'origine c'est comment dire, normalisée? Je pense aux situations de guerre, normalement. Moi, encore une fois, comme je ne suis pas chargé de la politique migratoire, le retour, c'est l'affaire des gouvernements. À titre tout à fait personnel, je pense qu'il y a des retours qui sont justifiés. Mais ils doivent être là aussi organisés de manière efficace pour les personnes. On ne va pas les balancer dans un avion et les renvoyer dans leur pays sans qu'on se préoccupe de savoir comment ça se passe dans le pays d'accueil, qui est le pays d'origine en fait. Donc je crois qu'il
D'ailleurs, je vois que plusieurs ministres vont au Niger, au Mali ou ailleurs, et je pense qu'ils font leur travail dans ce domaine. Je m'en réjouis. Mais s'il y a retour, ce retour doit être organisé de telle manière que les gens, les personnes, y trouvent des conditions d'une insertion dans leur propre pays aussi. Mais à l'inverse, si les personnes n'ont pas obtenu le statut de réfugié, mais qu'on ne peut pas les renvoyer non plus, comme c'est le cas pour un certain nombre de personnes qui vivent en France, les ninis, qu'est-ce qu'on fait? On régularise massivement? Alors, les ninis, nous, vous soulevez un problème qui est connu, identifié, dont nous avons d'ailleurs, toutes les associations, parlé au Premier ministre lorsqu'il nous a reçus sur ce sujet. Il y a des personnes qui n'ont pas les papiers, ils n'ont pas de statut, et qui ne sont pas expulsables pour des raisons familiales, pour des raisons de santé, ou parce que le pays d'origine ne veut pas les recevoir. Type le Mali. Il ne veut pas recevoir les Maliens qui sont en France. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Si on ne fait rien, ces personnes n'ont pas le droit de travailler et pas le droit de se loger. Ils embolisent les centres d'hébergement. Et ils le sont ou alors ils vont dans les squats et autres campements. Ils ne peuvent pas travailler, donc ils sont au crochet soit de la générosité publique, soit des pouvoirs publics, soit des petits boulots où ils se font exploiter. Donc nous pensons, qu'au bout de 2 ans, qui nous paraît être une limite raisonnable, ils puissent avoir un titre de séjour qui leur permet de travailler et de se loger. C'est ce que certains appellent un titre de tolérance. Qu'au moins ils puissent se loger et travailler. Et nous sommes modérés, nous disons pour 1 an renouvelable. Et parallèlement, il y a des régularisations. C'est bien qu'il y a des régularisations tous les jours. Romain Masneau, RCF. Le Sénat a encore durci le projet de loi Asile-Immigration, déjà très critiqué par les associations. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus, vous, dans ce Écoutez, projet? moi je pense que ça va permettre à l'Assemblée nationale de montrer son sens de l'humanité. Tout ça, c'est un jeu. Oui, Mais le doublement de la durée de rétention. Non, les durées de rétention allongées, tout ça, c'est se faire plaisir. C'est se faire plaisir sur le dos d'une certaine conception de la République. Je le dis aussi quand même. Hein. C'est-à-dire que quand on maintient les gens en rétention 90 jours, 135 jours, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, on ne sait pas les gérer de manière convenable. Et d'autre part, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a besoin de ça? L'essentiel des dossiers sont traités dans les 15 premiers jours. C'est vraiment se faire plaisir pour montrer qu'on a des muscles au détriment de droits qui sont des droits importants et de manière qui me paraît totalement inefficace. Très bien, nous marquons une deuxième pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Restez avec nous. Dans un court instant, nous retrouvons notre invité Louis Gallois. À tout de suite. Bienvenue sur le plateau de Face aux chrétiens pour cette dernière partie d'émission avec notre invité Louis Gallois, président de la Fédération des acteurs de la solidarité. Il est interrogé par Nathalie Birchem de la Croix, par Alain Baron de Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF. Tout de suite, une première question de Romain Masneau. Les inégalités, les rapports le montrent, augmentent en France. Est-ce que, on dit souvent que ces inégalités se jouent très tôt dès l'école. Est-ce que vous avez l'impression que le pouvoir aujourd'hui, avec un ministre de l'Éducation qui semble dépasser les clivages, voilà, et prend vraiment cette question à bras-le-corps dès le CP, dès le plus jeune âge? Je pense que M. Blanquer a pris des mesures importantes et intéressantes, notamment le dédoublement des classes de CP dans les quartiers prioritaires. Je pense que c'est une bonne mesure. Et d'ailleurs, si je vois les premiers échos de ces mesures, elles ont été bien accueillies par le corps enseignant qui juge qu'elles sont utiles. Et donc maintenant, je pense que la deuxième étape, c'est de faire ça en CE1. Et peut-être d'ailleurs de généraliser ça au-delà des quartiers prioritaires, parce que ça ne concerne qu'un nombre limité de classes. Et je pense que ce problème du CP n'est pas, c'est-à-dire des apprentissages de base, n'est pas uniquement présent dans les quartiers prioritaires, il est présent aussi dans beaucoup d'autres endroits qui ont eu le sentiment que
ils étaient moins pris en compte que les quartiers prioritaires. Donc je pense que c'est une bonne mesure, elle va dans le bon sens, donc moi je la soutiens. Je crois que tout ce qui également, tout ce discours sur les apprentissages de base et qui est celui du ministre est un discours qui me paraît raisonnable. Donc dans ce domaine, je ne peux que l'encourager à amplifier son action. Oui, Emmanuel Macron a écarté l'idée d'un plan banlieue, d'un nouveau plan banlieue, et il passe plutôt, son idée c'est plutôt de passer par ses politiques régaliennes, l'éducation, la santé. Ça vous semble effectivement, le plan banlieue était un peu trop gadget? Alors le plan banlieue est plutôt l'affaire de M. Borloo, et c'est plutôt la question, à lui qu'il faudrait poser la question. J'ai compris que un certain nombre du plan banlieue seraient reprises dans la stratégie pauvreté. On va voir. M. Borloo avait fait des propositions qui nous intéressaient, notamment par exemple sur les emplois aidés, en montrant que les emplois aidés avaient été très utiles dans les quartiers les plus difficiles, parce que ça avait permis d'assurer la présence d'institutions, de services publics, ça avait permis aux associations de travailler. Donc, comme nous avions dit cela avant, nous sommes retrouvés. Il avait proposé évidemment des montants de financement considérables, mais je pense que nous avons un véritable problème dans les banlieues. Moi, je vois, nous sommes dans cette opération Zéro chômeur, nous sommes présents dans un certain nombre de quartiers de politique de la ville. Redites-nous, territoire zéro chômage, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, territoire zéro chômage, c'est une expérimentation qui a été lancée à partir d'une loi qui a été votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale et le Sénat, qui fait que sur 10 territoires, on s'engage à résorber totalement le chômage de longue durée, c'est-à-dire à zéro chômeur de longue durée sur ces territoires. Et en partant de 3 convictions, la première, c'est que tout le monde est employable, référence à ce qu'on disait tout à l'heure sur les handicapés. Deuxièmement, il y a beaucoup de travaux utiles qui peuvent être faits, qui ne sont pas concurrents des travaux existants, parce qu'il ne s'agit pas de détruire de l'emploi pour en créer d'autres. Et troisièmement, le financement existe, puisque un chômeur de longue durée coûte à peu près ce que coûte un SMIC chargé. Et donc, d'une certaine manière, on peut payer les personnes au SMIC dès lors qu'on les met au travail, parce que ça crée des économies à peu près équivalentes dans les différents budgets publics, que ce soit celui de l'État, celui de la Sécurité sociale ou celui des collectivités locales. Donc, voilà, cette expérimentation est en cours. Nous avons déjà, je le disais, à peu près embauché 500 personnes dans des quartiers qui sont à la fois dans des zones rurales, semi-rurales, et dans les quartiers qui sont des quartiers très difficiles, soit de la métropole lilloise, soit de la métropole lyonnaise, soit dans des quartiers de la politique de la ville, de villes moyennes, qui sont comme Thiers en particulier, qui est une ville en grande difficulté. Donc, nous voyons bien les effets positifs de la remise au travail des gens. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, vous qui avez été patron, comment pouvez-vous expliquer que dans certains secteurs, on a du mal à recruter? On entend toujours cette remarque paradoxale, alors que le chômage baisse légèrement, mais on a du mal à recruter. Comment vous l'expliquez? Eh bien, c'est un paradoxe qui a d'ailleurs attiré l'attention du président de la République. C'est à cause de ça qu'il a lancé son grand plan de formation professionnelle. Vous avez en fait 2 marchés du travail en France. Vous avez un marché du travail des personnes qualifiées, proches de l'emploi. Ce marché est extrêmement tendu, parce que la reprise économique a fait que les entreprises ont réembauché et que ce marché est très tendu. Et dans beaucoup d'endroits, on ne trouve pas effectivement les compétences qu'on recherche. Et puis vous avez un deuxième marché de l'emploi qui, lui, ne fonctionne pas, c'est celui des chômeurs de longue durée. Parce que les entreprises ne les embauchent pas, pour des raisons diverses, parce qu'elles se disent s'il est au chômage depuis plus d'1 an, il y a certainement une raison. Les personnes aussi, à mesure qu'elles sont chômeuses, perdent de la qualification, perdent même le dynamisme qui permet d'occuper son emploi. Et donc, ces chômeurs de longue durée ne bénéficient pas ou ne bénéficient que marginalement de la reprise de l'emploi en France. Et c'est ça qu'il faut traiter. Ça représente 2,5 millions à 3 millions de personnes, c'est pas rien. Oui, mais la question, c'est comment? Alors, que faire pour les chômeurs C'est un triptyque, pour moi. Je caricature, mais c'est cela. Il faut 3 éléments. Il faut mettre les personnes en situation d'emploi,
les contrats aidés, l'insertion par activité économique, l'opération zéro chômeur, tout ça, ça participe de du même état d'esprit. Contrat aidé tel qu'on peut l'imaginer, c'est-à-dire accompagné d'un effort d'insertion. Parce que le deuxième élément, c'est l'accompagnement. Il faut que les personnes qui sont mises en emploi soient accompagnées pour s'inscrire dans un parcours qui va les conduire vers l'emploi de droit commun. Et le troisième élément, c'est évidemment la formation professionnelle. Mais vous ne pouvez pas balancer de la formation professionnelle sur des chômeurs de longue durée si vous n'avez pas les deux premiers éléments. Parce que beaucoup d'entre eux ont vécu les stages parking. Ils en ont par-dessus la tête. Beaucoup d'entre eux sont des décrocheurs, en particulier les jeunes. Ils ne veulent pas revenir sur les bancs de l'école. Donc balancer la formation professionnelle comme ça ne peut pas fonctionner. C'est indispensable, mais ça ne peut fonctionner que si à côté de ça, il y a un accompagnement et surtout la mise en emploi qui justifie l'effort de formation professionnelle. Parce que vous avez un emploi, la formation professionnelle vous permet de progresser dans cet emploi. C'est ça qui est essentiel. Romain Masneau, RCF. Vous parlez de la formation professionnelle, il y a aussi l'apprentissage qui est beaucoup moins développé en France qu'en Allemagne ou en Suisse ou dans d'autres pays européens. Comment relancer l'apprentissage en France ? D'abord, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises par le gouvernement qui vont plutôt en ce sens. On peut toujours discuter des modalités, mais clairement, dans le projet de loi sur l'avenir professionnel de Mme Pénicaud, il y a des éléments positifs sur l'apprentissage. Il y a un deuxième élément qui n'est pas dans cette loi et qui est important, c'est que M. Blanquer a indiqué qu'il voulait mettre dans les lycées professionnels des centres d'apprentissage. C'est quelque chose que je demande depuis plusieurs années. Parce qu'il y a une sorte d'opposition entre le lycée professionnel et l'apprentissage, de concurrence. Les lycées professionnels voient l'apprentissage comme un concurrent. Il faut que l'éducation nationale et le personnel enseignant, au contraire, achètent l'apprentissage et le considèrent comme valorisant pour lui. Donc, mettre des centres d'apprentissage dans les lycées professionnels, ça me paraît être une très bonne... Alors, il n'appelle pas ça centre d'apprentissage, mais ça revient au même. Ça me paraît une très bonne mesure. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui doit permettre à l'apprentissage en France de se développer. Moi, j'ai un exemple qui me terrorise. Les industries de la métallurgie en région parisienne, il y en a 5000. Il y en a 450 qui ont des apprentis. Alors, on parle beaucoup d'apprentis dans la restauration, mais moi, je m'intéresse un peu à l'industrie. je trouve que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. En Allemagne, toutes les entreprises ont des apprentis. Pratiquement toutes. Et je pense qu'il faut arriver à une situation où les chefs d'entreprise aient envie d'avoir des apprentis. Et donc, pour cela, il faut d'abord ils aient une certaine liberté pour les gérer. Deuxièmement, qu'ils aient les financements nécessaires et la loi dans ce domaine a fait des progrès. Et troisièmement, il faut arrêter cette bagarre entre l'éducation nationale et l'apprentissage, qui est absurde. L'Allemagne, vous en parliez, est-ce que ça peut être un modèle ? On sait que c'est 2 à 3% de chômage contre 10% en France. Oui. Et la contrepartie, c'est des salaires très faibles, des mini-jobs. Évidemment, vous avez des gens qui... c'est moins vrai maintenant, puisque vous savez qu'ils ont instauré un SMIC. Mais ce SMIC n'est pas applicable partout. Vous avez encore dans des secteurs, les abattoirs, les exploitations agricoles, des salariés qui sont à 4 ou 5 euros de l'heure. On ne peut pas vivre avec ça. Donc évidemment, ce sont des personnes qui bénéficient d'aides sociales à côté. Ce sont des véritables emplois aidés. Mais là, dans le secteur marchand, c'est-à-dire concurrent des emplois normaux. C'est un véritable problème, parce que ça veut dire que nos entreprises, nos agriculteurs, se trouvent en face d'agriculteurs qui bénéficient. Nos agriculteurs payent au SMIC leurs employés, minimum, au moins au SMIC, et en face, ils ont des concurrents qui payent leurs salariés 5 euros de l'heure, sachant que les collectivités territoriales, les lenders en particulier, ou les villes, vont faire le complément. C'est une situation qui n'est pas totalement acceptable et qui... C'est pas ça qui explique la totalité de la faiblesse du chômage en Allemagne. Ce qui explique la faiblesse du chômage en Allemagne, c'est la solidité de l'économie allemande, c'est le fait que son industrie est très largement exportatrice, très dynamique, très compétitive. C'est cela qui est le socle de la réduction du chômage en Allemagne. Donc il faut certainement s'inspirer de cette dynamique, mais il ne faut pas prendre toutes leurs recettes. Parce que certaines des recettes
sont des recettes qui me paraissent pas convenables. Notamment Baron. celles sur les très bas revenus. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, le pape et le Vatican ont sorti il n'y a pas longtemps un document sur les excès de la financiarisation de l'économie. Comment vous avez reçu ce document? Avec sympathie, parce que je pense que nous sommes allés très loin dans la financiarisation de l'économie, au-delà de ce qui me paraît être raisonnable. D'abord parce que les flux financiers, ceux du secteur bancaire, sont maîtrisés, mais vous avez tout un shadow banking, c'est-à-dire un nombre d'acteurs financiers dont très mal régulés et très déstabilisateurs pour l'économie. Et deuxièmement, le fait que les entreprises soient soumises à la contrainte financière de manière extrêmement forte peut les conduire à faire des choix qui ne sont pas des choix optimums, en particulier à privilégier le court terme. Quand votre entreprise est évaluée chaque année à sa valeur à la casse, sa valeur à la revente, ça veut dire que l'effort de recherche et développement, ça ne paye pas, quoi. Mais il y a des moyens d'en sortir de cette Romain financiarisation parce que, Écoutez, là, je sors de mes activités de la Fédération des acteurs de la solidarité, mais je pense que la première chose qu'il faut regarder, c'est les normes comptables. Alors, je ne veux pas être trop ingrat pour nos auditeurs, mais les normes comptables sont des normes qui avantagent la financiarisation de l'économie, qui donnent une valeur particulière à ce qu'on appelle la valeur actionnariale, c'est-à-dire ce que vaut l'action au jour J, et pas du tout aux perspectives de développement de l'entreprise, qui n'est pas valorisée. Donc il faut que ces normes comptables permettent de donner toute sa place à ce qui constitue le projet de développement de l'entreprise. Il nous reste juste quelques minutes, mais pour conclure, Louis Gallois, vous qui connaissez bien l'économie, vous êtes inquiet, optimiste. Est-ce que la France a des capacités dans cette mondialisation aujourd'hui de tirer son épingle du jeu et de rebondir? Moi, je suis résolument optimiste. D'abord parce que l'économie française ne va pas si mal que ça actuellement. Il y a un petit effet de mou, un petit coup de mou depuis le début de l'année, mais qui est européen et qui est dû à la fois à l'augmentation du prix du pétrole, au fait qu'on avait peut-être été très vite en 2017, et puis aussi comment le caractériser, aux propos de M. Trump, et aux menaces protectionnistes. Tout cela pèse sur le climat des affaires. Mais enfin, la croissance en France cette année va rester quand même à un niveau non négligeable. Quant à l'avenir, moi, je pense que la France a tout pour réussir. Et je n'ai aucun état d'âme sur ce sujet. Il faut que nous ayons plus confiance en nous-mêmes, que nous sortions de ce pessimisme terrible qui nous caractérise, qui fait que nous sommes le pays le plus pessimiste du monde, plus pessimiste que l'Afghanistan, ce qui quand même est un record. Donc je crois qu'il faut faire cette confiance. Et puis il faut aussi que tous les Français se sentent associés au développement. Il y a une France qui réussit, qui est engagée à la mondialisation, il y a une France qui souffre. Il faut que les deux France se réconcilient. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur les inégalités. C'est essentiel. Eh bien, merci beaucoup Louis Gallois, qui était le dernier invité de cette saison de Face aux Chrétiens. Vous pouvez évidemment retrouver l'émission sur les sites de La Croix, de KTO, de Radio Notre-Dame et de RCF. Je vous donne rendez-vous donc en septembre et je vous souhaite de passer d'ici là un très bon été. Merci de votre fidélité.